Le viol est un crime grave puni par la loi. Très répandu dans notre société, cet acte qu'on peut qualifier d'ignoble fait malheureusement l'objet d'une forme de complaisance insurmontable ou bien insupportable. Mieux comprendre les causes et les conséquences du viol permettra encore ce soir de rappeler l'urgence de la lutte contre les agressions sexuelles, surtout lorsque ces agressions ou bien ces violences sexuelles sont commises sur des mineurs. Vous avez bien compris, nous parlons ce soir dans ce numéro de Santé d'abord de viol sur mineurs. Un sujet à la fois délicat et sensible. Vous écouterez dans cette émission quelques témoignages des victimes et de leurs parents. Et puisque nous sommes dans la santé, nous parlerons bien évidemment de la prise en charge médicale et psychologique de ces mineurs qui sont violés. Bonsoir à tous et merci pour votre fidélité à Santé d'abord. Voilà, nous sommes sur le plateau ce soir avec deux invités. Dr Sylvain Bingo Mbortier qui est à ma gauche. Il est gynécologue obstétricien pour nous entretenir ce soir sur l'aspect prise en charge médicale des cas de viol sur mineurs. Dr Mbortier, bonsoir. Bonsoir Carole. Comment allez-vous? Oui, ça va. Voilà. Je rappelle que Dr Sylvain Mbortier Bingo, Dr Sylvain Bingo Mbortier, voilà la bonne prononciation et l'ordre. Il est gynécologue au niveau de la clinique de l'association togolaise pour le bien-être familial ATBF. Merci docteur Bingo d'être avec nous ce soir. Merci, un merci partagé. Ouais. Le plaisir il est partagé. Alors le second invité c'est docteur Michel Anama Tousso. Il est psychologue clinicien et de la santé. Il est du côté du CHU Sylvanus Olympio. Docteur Tousso, bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes là ce soir dans cette émission pour insister sur le suivi psychologique des cas de viol parce que l'étape psychologique est vraiment très importante. Vous confirmez ce soir? Effectivement. Ça peut vraiment montrer l'importance de la prise en charge psychologique chez les victimes de viol. Merci beaucoup. Souvent c'est négligé et je pense qu'il faut attirer l'attention sur ça. Il faut en parler, ouais. Il faut insister là-dessus. Effectivement. Je suis d'accord. Alors première question, je vais l'adresser tout de suite au docteur Mbortier et Bingo Sylvain. Docteur, dites-nous, ce soir on parle de viol sur mineur, qu'attend-on par viol? C'est quoi le viol? Merci Carole pour l'occasion que vous nous donnez pour parler donc d'un sujet un peu délicat qui est un sujet d'actualité et un problème de santé publique, voilà. Le viol. Et il faut noter que nous notons assez de cas de viol dans nos consultations ces derniers jours et c'est pourquoi c'est un intérêt pour nous de partager, n'est-ce pas, la prise en charge donc des cas de viol. C'est quoi le viol? Le viol, par définition, c'est tout acte de pénétration sexuelle commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, par force ou par surprise. De cette définition, nous dégageons deux notions. La notion donc du caractère imposé de l'acte et l'aspect de non-consentement de la survivante. Donc ces deux éléments aggravent, n'est-ce pas, les situations, surtout que ça concerne les enfants, les mineurs, qui sont dans leur processus de développement. Donc, à un moment donné de leur âge, il y avait certaines choses qu'ils devaient savoir. Et on court-circuite leur développement psychosexuel qui les déplace donc de leur développement normal à un niveau où ça peut laisser des conséquences pour toute la vie. Merci beaucoup. Docteur Tousso, vous avez écouté la définition donnée par docteur Mbortier tout à l'heure. En parlant de viol, il a dit que ce viol-là est perpétré sur les mineurs qui sont dans le processus de développement. Alors, la question pour vous, c'est de savoir, quand on parle de mineur, quelle est la tranche d'âge à peu près? Oui. Mineur, c'est qui mineur? Non, une fille de 17 ans, de 18 ans, elle est toujours mineure? Non, 18 ans, ce n'est pas mineur. Selon nos textes mineurs, c'est toute personne qui a un âge inférieur à 18 ans. Donc 17 ans, elle est encore mineure. Donc, viol sur mineur, c'est le viol perpétré sur des personnes qui n'ont pas encore 18 ans.
On peut dire ça comme ça. Mais je pose la question parce qu'ailleurs, les choses ont évolué. Par exemple, en France, une fille de 14 ans déjà, on l'autorise à avoir des rapports sexuels. Donc, une fille de 14 ans en France, elle n'est pas une mineure. Ou bien mineure. Oui, il faut que si nos tests évoluent et demandent à ce qu'une fille de 15 ans, 14 ans peut avoir des rapports sexuels, elle peut donner son consentement, là, on va suivre ces tests-là. Mais pour le moment, les tests que nous avons interdisent d'avoir des rapports sexuels avec une personne en bas de cet âge. Et je pense que il y a des explications à ça, peut-être au plan médical. Est-ce que morphologiquement, la morphologie est-ce que tout est en place permet de pouvoir avoir un rapport sexuel avec une personne d'âge avancé sans pouvoir détruire des choses au niveau du sexe? Ceux qui ont mis cet âge-là savent pourquoi ils ont mis ça. Donc, chez nous ici, il faut qu'on se mette en tête que quand une personne n'a pas encore 18 ans et quand vous avez un rapport sexuel avec elle, d'abord, on va vous classer dans la pédophilie, même si celle-ci a donné son consentement. Maintenant, si elle ne donne pas son consentement, c'est un viol. Et il y a aussi une fille de 16 ans à qui on fait des promesses fallacieuses et qui l'amènent à dire oui, mais c'est un consentement biaisé. C'est un consentement biaisé et je pense qu'on peut aussi vous poursuivre pour viol. Alors tout à l'heure dans votre intervention, bien dans la réponse à la question posée, vous avez interpellé le gynécologue par rapport à une fille par exemple de 14 ans, une fille qui est en bas de 18 ans. Est-ce qu'elle est prête pour faire des rapports, bien pour avoir des rapports sexuels avec un homme? Monsieur le gynécologue, docteur. Oui, il faut noter que quand la fille est âgée de moins de 18 ans, les organes génitaux ne sont pas encore matures. Pour, dans un premier temps, aller à l'acte sans conséquence, et d'autre part, pour, n'est-ce pas, supporter une grossesse. Et c'est pourquoi, lorsque les grossesses survenaient à ces âges, on parle donc de grossesse précoce. Ce qu'il faut aussi noter, c'est la notion donc de discernement et de consentement. Parce que l'activité sexuelle à ces âges, la fille, la petite ou l'adolescente ne sait pas encore concrètement la finalité donc, de cet acte. Donc c'est pourquoi il faut quand même laisser que la fille, l'adolescente, ait cette majorité, elle décide elle-même de passer à l'acte, en prenant toutes les dispositions possibles, en sachant éviter les IST, en pouvant éviter également les grossesses non planifiées. Donc c'est pourquoi c'est quand même important de respecter un peu ce délai. C'est vrai que les choses ne sont pas les mêmes dans les différents pays, mais dans notre contexte, c'est ce qui est d'actualité. Et nous devons respecter cela. Parce que quand ça survient avant 18 ans, c'est qu'il y a assez de conséquences. Alors, oui. Peut-être aussi, il faut dire au plan psychologique qu'à 14 ans, sur le plan psychologique, quand on voit le développement psychosexuel de l'enfant, à cet âge-là, l'enfant n'a pas en idée d'avoir un rapport sexuel. L'enfant a besoin d'une autre personne de sexe opposé pour apprendre à connaître l'autre sexe, puisque elle se découvre, la personne se découvre, elle voit les caractères sexuels secondaires qui sont apparus, et donc cette curiosité de savoir chez l'autre qui n'est pas de mon sexe comment ça se passe. Et ça fait partie du développement psychosexuel. Donc c'est la découverte, mais ce n'est pas encore le moment des rapports sexuels. Dans la tête d'aucun enfant qui se développe normalement, l'idée n'est pas d'avoir des rapports. C'est pourquoi les rapports sexuels à cet âge, c'est toujours une surprise, surtout chez les filles, elles ne s'attendent jamais. Maintenant, aujourd'hui, c'est avec les sensibilisations des adultes qui vient maintenant montrer cette voie de rapport sexuel aux enfants. Donc, nous avons les médias qui projettent de n'importe quoi par rapport au rapport sexuel. En plein midi, vous pouvez voir un film dans lequel on a des rapports. Donc, c'est ce qui sensibilise ces enfants-là. Et qui ce n'est pas tous les médias quand même. Oui, je vois. Les médias qui se respectent, ne le font pas. Savent bien quand est-ce qu'on va envoyer ce programme. De toutes les façons, sur la TVT, je n'ai pas encore vu ça quand même sur la TVT. Et nos chaînes nationaux, pas encore. Donc, il faut dire que c'est
l'enfant maintenant, ce sont les adultes qui les sensibilisent, qu'il y a aussi les rapports sexuels. Sinon, sur le plan psychologique, l'idée d'avoir le rapport sexuel va venir avec le temps. C'est ça. Et c'est vers les 18 ans, 19 ans que ça vient, qu'il faut maintenant concrétiser les choses. Mais avant ça, ils sont dans la découverte de notre sexe maintenant. Très bien. Docteur Mboche, lorsque des parents accompagnent leur fille vers vous en disant que docteur, on a violé notre fille, notre petite fille, quels sont les premiers signes que vous constatez qui démontrent et qui confirment réellement que la fillette a été violée? Est-ce qu'il y a des signes qui le démontrent réellement? Il faut noter qu'il y a deux situations. Des situations où la survivante arrive dans un état d'urgence. Un état d'urgence en rapport avec l'agression ou en rapport avec le viol. Cette situation, quand vous parlez de survivance, ça veut dire que quelque part on peut en décéder, la fille peut en décéder? La fille peut en décéder. Donc c'est la terminologie qui est actuellement appropriée aux victimes d'agressions sexuelles. Donc c'est une survivante. C'est ça. Voilà. Donc lorsque la fille arrive, la survivante arrive, elle peut arriver donc dans un état comateux, dans un état de coma, inconsciente, en rapport avec tout ce qui s'est passé avant que l'acte ne soit produit. Soit elle a eu à ingérer ou bien elle a eu à bénéficier donc des médicaments pour permettre à l'agresseur de pouvoir, n'est-ce pas, aller à l'acte. Il peut arriver également qu'on ait des fractures, puisque nous parlons donc de force, de contrainte et de violence. Il peut arriver qu'il y ait des fractures des membres suite à cette agression. Il peut également arriver qu'on ait des blessures sur l'organisme de cette survivante. Sur le plan génital, il peut arriver qu'il y ait des déchirures importantes, puisque l'enfant est dans le processus du développement. Donc les organes génitaux ne sont pas encore matures pour accepter un corps étranger, par exemple. Donc un corps étranger qui pénètre dans cet organe en développement peut laisser une marque. Faire que des dégâts. Voilà, une marque importante. Des déchirures importantes des parties génitales, allant donc de l'appareil génital féminin jusqu'à l'anus, avec un saignement important. Donc ce sont des situations que nous voyons, et là c'est une urgence. Devant ce genre de situations, on comprend qu'il y a vraiment agression sexuelle ou il y a viol. Le deuxième cas de figure, c'est qu'il n'y a pas d'urgence. C'est les parents qui amènent la survivante parce qu'ils ont constaté ou ils ont soupçonné quelque chose. Le plus souvent, ils ne surprennent pas l'agression, ils ne surprennent pas cette... Voilà, ce n'est pas un flagrant délit. Donc, c'est peut-être pas une tierce personne ou soit pas des soupçons qu'ils amènent cette dernière à l'hôpital. Donc, l'examen clinique, dans une certaine mesure, peut nous permettre d'avoir des idées qu'il y a eu effectivement un viol. Mais parfois, c'est difficile. Surtout quand la survivante n'arrive pas tôt dans la formation sanitaire. Donc c'est un peu ce que nous pouvons dire par rapport à cette question. Très bien. Je l'avais signalé tantôt que nous allons écouter dans cette émission des témoignages des victimes et de leurs parents. Alors le premier témoignage, il s'agit d'une fillette qui a été violée par son papa biologique lorsqu'elle avait 9 ans. Et personne ne saura pendant combien de temps cela a-t-il duré, ni combien de fois son papa a abusé d'elle, avant qu'elle ne quitte finalement la maison du papa pour rejoindre la maman. Et cette dernière va être mise au courant suite aux révélations de sa fille, qui a aujourd'hui 15 ans. Et elle est en classe de 5e. Je vais la surnommer Rose, puisque ce n'est pas son nom. Ce soir, tous ceux qui ont témoigné dans cette émission, c'est fait dans l'anonymat. Nous allons écouter cette fille avec sa maman, l'histoire du viol, comment ça s'est passé. C'est tout de suite le premier sujet.
betone bela ino ne va datone bela nene betone tone same ibretone bela tem konya melea Afrique kemia ila dim kaka ila u et on va donc 14 ans on va y on va si on y va tant que les pressions au fil va bon que les pressions il va si on est bon et que va bon va et attends mais va donc carrément et on est pour me compter on va échographier là les mon amis un sentiment avec ton javal comme joli au don tiens mais tout jago tiens bona moi tu peux pas me couper jago même chona. Quand elle avait 14 ans, elle ne faisait pas encore les règles. Elle urinait sur le lit. Donc, à chaque temps, elle dit les mots de bas-ventre, les mots de bas-ventre. Je ne comprends pas. Une fille qui ne fait pas les règles ne peut pas avoir les mots de grand-ventre. Donc, je suis obligée, je l'ai amenée à l'hôpital. On a fait les tests, on a dit que c'est infection. On a traité l'infection, ça n'a pas duré. En vacances, octobre, elle a encore recommencé. J'ai décidé de l'amener chez la gynécologue. Arrivée chez la gynécologue, elle a demandé radio et écho. Donc, on a fait radio, écho. C'est là, le radiographe me demande si ma fille est vierge. Je dis oui, elle est vierge. Elle dit, je suis sûre, je dis oui. Elle a posé la question, elle ne comprend pas le mot vierge. C'est après sortie, je lui ai demandé, est-ce que le docteur a dit, est-ce que tu as compris? Elle dit non. C'est là, je lui ai posé la question. Elle me dit non, qu'aucun garçon, bon, les enfants d'aujourd'hui, tu ne peux pas croire parce qu'elle va à l'école. Donc, elle me dit, bon, je lui ai posé la question, elle me dit, c'est dans la chambre, je la demande, si tu ne me dis pas la vérité, on ne peut pas te traiter. On ne peut pas savoir ce qui t'arrive justement pour te traiter. C'est là qu'elle a commencé par se paniquer, elle avait peur. Bon, c'est avec ma soeur, on a consolé jusqu'à, c'est avec force. Elle nous a dit que c'est comme ça, son papa. J'étais paniquée, j'ai dit non, ton papa ne peut pas. Parce que ça fait 2 ans, 2e année que tu es chez moi. Donc, comment ton papa peut te violer sans que je ne sache? C'est là, elle me dit que j'étais en voyage. Bon, j'étais déjà là, parce qu'en 2017, j'étais déjà là. Donc, c'est là que son papa a acheté un produit pour le donner, pour ne plus uriner sur le lit. Et j'ai commencé à dire que quand tu as fait premièrement, tu ne m'as pas dit. Même à personne, sur ta grand-mère, ton grand, tu n'as dit à personne. Et tu as laissé ça continuer. Maintenant, tu as eu un problème que tous on ne comprend pas comment te traiter. Donc, c'est là. La gynécologue a dit que c'est un problème à opérer et laver. Elle nous avait proposé d'aller à Tchévé, mais comme je n'avais pas les moyens, je suis partie chez les droits de la femme. C'est eux qui m'ont conseillé de venir à Centre Kikeli. Quand je suis venue, je leur ai exposé le problème, ils m'ont dit ils vont m'aider. Donc, première opération, intervention, ça arrivé au CHU, eux aussi, ils disent que c'est appendicite. On a fait appendicite, 1 semaine, 2 semaines, mon enfant n'était pas rétabli. Elle avait toujours mal. Donc c'est là, ils ont encore demandé écho et radio. On a fait cela, ils ont vu qu'elle avait un problème de, je ne sais pas, l'utérus a un problème. Donc il doit réopérer. Donc on a encore réopéré 2e fois dans l'intervalle de 2 semaines et avec le temps on est rentré. Quand on est rentré, je vous jure, ça n'a pas été facile. Il n'y a pas un jour que je n'ai pas fait fièvre de 40. Chaque jour fièvre de 40. Donc comme eux m'ont dit, ils m'ont proposé juste d'acheter Apramol. Apramol, mais un enfant va prendre par là jusqu'à quand? Arrêter la fièvre. Donc après, premier contrôle, on est parti, ils ont vu qu'il y a encore une ventrilisation et c'est une autre opération qui va encore suivre. Ils nous disent à un intervalle de 6 mois de revenir pour la 3e opération. Donc je vous dis, dans les 6 mois là, ça n'a pas été facile. Chaque jour, même hier, elle a fait une fièvre de 40. Quand on a quitté ici, quand elle a su qu'on va encore intervenir pour quelque chose, elle n'était pas en elle. Elle a fait une fièvre de 40. Je suis obligée de la donner para pour la calmer. Et la fièvre, ça ne s'arrête pas. Si elle fait 2 jours, 3e jour, elle sera en bonne santé. Donc, si on n'intervient pas vite l'opération, elle ne sera pas en bonne santé. Donc, ça fait que l'année passée, elle n'a pas fréquenté. Et il y a un problème aussi. Souvent, quand les enfants tombent malades, on ne sait pas. Il y a l'Afrique est dure. Si je n'avais pas vite levé, peut-être c'est mon enfant qui devait mourir ou c'est moi. Parce que là-bas on parle d'insectes, parce que c'est moi encore qui est toujours encore avec mon enfant. C'est là qui avait causé premièrement la fièvre. Parce qu'elle
se rétablissait pas, quoi. La gynécologue a tout fait, mais elle n'avait pas la forme. Et ça ne va pas, quoi. Donc c'est quand on a fait les cérémonies de l'insexe que ça a un peu diminué et on est rentré avant que l'opération ne commence. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu son papa. Mais j'attends que mon enfant soit un peu rétabli. Et je vais le poursuivre pour la justice. Et la justice doit faire son travail. Et la justice doit faire son travail. C'est vrai, je l'avais dit à l'entame de cette émission, que ce soir nous évoquons un sujet qui est délicat et sensible. Vous avez écouté la petite fille et sa maman, une fille troublée, qui est constamment malade, avec une maman qui est désespérée. J'ai la gorge serrée. Moi, j'ai la gorge serrée ce soir parce que je suis une maman. Et vivre une situation comme ça, Dr Mbodje, l'histoire, elle est émouvante. Oui, c'est vraiment déplorable, vraiment. Et on a gâché la vie de la petite comme ça. Parce que je ne sais pas quelles seront les répercussions psychologiques d'un tel cas. Voilà. Et du coup, déjà, elle n'est pas encore totalement guérie donc de ce qu'elle souffre, hein, puisqu'on ne sait pas concrètement. Certainement qu'il y a eu des grossesses qui ont poussé aux avortements provoqués clandestins. Parce que les interventions dont on a fait cas donc, dans l'élément, la maman fait cas. Certainement que c'est une péritonite d'origine chirurgicale, d'origine gynécologique. Voilà, c'est ça. Parce que si on traite, puisqu'elle est petite, on aura tendance à sauvegarder l'utérus. C'est vraiment déplorable. Et s'il y a des actions qu'il faille faire pour éliminer ce genre de situation, ça serait à saluer. Docteur Tousso, voilà une fille, voilà l'histoire de son viol. Est-ce qu'elle peut supporter tout ça? Psychologiquement, je l'avais dit, c'est une fille qui est vraiment, qui doit être instable, troublée. Elle a peur, elle a dit. Même en sortant dans la rue, elle regarde de gauche à droite pour voir si personne n'est là derrière elle pour l'attraper, ou bien elle voit en image son papa toujours derrière elle. C'est vraiment difficile. Oui, vous voyez, cet exemple vient soutenir pourquoi il ne faut pas avoir un rapport sexuel avec une mineure. Et surtout sans son consentement. Vous voyez, à 9 ans, il y a un pénis de plus de 30 ans qui vient pénétrer un vagin de 9 ans, c'est normal. Il n'y a pas, le docteur l'a dit, les organes ne sont pas encore matures là-bas. Il va détruire des choses. Sur le plan psychologique, elle commence déjà pas à avoir des conséquences graves. Quand elle dit qu'elle revoit son père, en fait, c'est la réviviscence des faits. Et on est en train de rentrer déjà, quand il y a réviviscence de l'événement, elle revit l'événement tel que ça s'est passé, nous sommes en train de rentrer dans un état de stress post-traumatique. Donc dans les états de stress post-traumatique, la personne va revivre les faits comme si comment ça s'est déroulé, comme c'est un film, quoi. Et souvent c'est accompagné d'angoisse extrême. Et il y a augmentation de l'état d'alerte. Quand elle sort, elle doit être hyper vigilante, voir s'il n'y a pas quelqu'un qui peut l'attaquer. Voilà. Donc c'est une augmentation de l'état d'alerte. Et s'il faut rester dans ça comme ça toute la vie, sa vie est détruite. Vous voyez, on a dit qu'il y a des signes psychosomatiques. Toutes ces fièvres qui s'élèvent à 40 degrés, qu'on fait tout, on ne trouve rien, etc. Donc il y a des répercussions sur le plan organique, mais les examens paracliniques au niveau médical vont montrer qu'il n'y a rien. Voilà. Mais elle se plaint. La température ne peut pas s'élever. Et le médecin dit, il continue avec les antalgiques. Et la dame se demande, on va prendre ça jusqu'à quand? Effectivement, elle a raison de se poser cette question. Jusqu'à quand? On lui met des paracétamol juste pour calmer la douleur, mais quand l'effet du paracétamol passe, les choses reviennent. Ça veut dire que le problème n'est pas au niveau organique, le problème doit être au niveau mental. Donc vous voyez, il y a des menaces. L'entourage, on a dit, l'entourage accuse toujours. La maman dit, pourquoi depuis 2 ans, tu ne me l'as pas dit? Mais elle a oublié que l'enfant a reçu une menace. Je vais te poursuivre jusque là où tu te trouves pour te tuer. Et dans ça, la maman pense que malgré ça, l'enfant devait venir dire, mais c'est une enfant de 9 ans. Vous ne savez pas, ça c'est la phrase qu'elle a dite, mais vous n'avez pas vu le ton, le visage de ce violeur, comment il l'a dit. Et ça va terroriser l'enfant.
Ce violeur qui n'est autre que son papa. Voilà. Et donc, l'information telle que ça vient, ça va traumatiser l'enfant. Et même, ça peut créer un traumatisme sévère. Donc, cet enfant-là est traumatisé. Cet enfant que je vois qu'on a présenté est traumatisé. La grande question ce soir, c'est de savoir qu'est-ce qui amène les hommes à coucher avec les petites filles. Et lorsqu'il s'agit d'un père biologique, on se pose des questions. On se pose des questions, on se demande pourquoi. Alors, les causes du viol sur un mineur, le juge Ebenezer Kofi Asiu se prononce là-dessus. Nous allons l'écouter tout de suite dans son interview. On ne peut pas le comprendre. Hein. On ne peut pas comprendre qu'un homme mûr soit intéressé par le sexe d'une petite fille et qu'il veuille coucher avec cette petite fille, et des fois même de 3 ans. Donc, il y a des malades mentaux. Il y a des gens, des fois, on les prend, on les amène ici, ils disent qu'ils ne savent pas pourquoi, ils ne savent pas comment est-ce que c'est arrivé. Et pourtant, il a agi en toute lucidité. Et il y a ceux-là qui, bon, par la timidité ou bien par la peur bleue de causer avec les femmes, laissent leur désir sexuel comprimé en eux. Et quand ils se retrouvent seuls avec un être fragile, un être vulnérable comme un enfant, ils se défoulent sur cet enfant. Ça aussi c'est un cas. Et mis à part ça, il y a ceux-là qui consomment la drogue. Hein. Sous l'effet de la drogue, il a consommé, et il a excité ses sens, il a bu, et bon, et il voit un tout petit, il se jette sur le petit, ou bien il se jette sur la petite, et il commet les faits de viol avec cet enfant. Au sein de la cellule familiale même, quand un enfant naît d'une cellule familiale pauvre, quand un enfant perd ses parents très tôt, quand il est abandonné, quand il y a manque d'éducation ou bien manque de protection même, quand un enfant qui a très tôt vu ses parents se séparer, qui n'a pas bénéficié d'une éducation adéquate, s'expose à de tels dangers parce que l'enfant n'est pas suivi, l'enfant n'est pas protégé. Donc, il est laissé à lui-même. Voilà. Il y a le fait que, même si l'enfant vit dans une cellule familiale, et que les parents de cet enfant le menacent, des fois, ils s'exposent aussi à ce danger. Il y a la fréquentation des milieux dangereux, des quartiers dangereux, et la fréquentation des mauvais groupes par l'enfant. Il y a la fréquentation des écoles dont les structures ne sont pas bien adéquates pour prendre en compte la sécurité des enfants. Je crois l'année passée, on a dû juger certains élèves ici. Oui, mais vous voyez, donc c'est à l'école même que les choses se sont organisées. Voilà, nous disons merci au juge Ebenezer Kofi Asiu qui nous a expliqué un peu les causes du viol. Docteur Tousso, il a fait allusion à un malade mental, à quelqu'un qui, sous le feu de l'alcool ou bien de la drogue, peut abuser d'une fille. Mais dites-moi, est-ce que le viol, selon vous, est-ce que le viol, c'est une pulsion soudaine ou bien ça peut être aussi un acte conscient, volontaire? Merci madame. Merci au juge Asiu aussi. Les raisons qu'il a avancées effectivement sont des raisons qui peuvent motiver au viol. Bon, pour le cas de drogue et d'alcool, c'est vrai que ça va agir sur, ça va modifier le fonctionnement mental et agir sur le raisonnement. Et donc il peut avoir un rapport sexuel, violer une personne sans tenir compte de la réalité. Mais là, on ne l'a pas forcé de boire, on ne l'a pas forcé de prendre la drogue. Donc s'il doit boire, je dois savoir, je bois jusqu'à combien de verres pour rester toujours lucide.
Si je bois, que je me saoule et que je n'arrive pas à maîtriser mes pulsions sexuelles, c'est que la justice doit faire son travail, quoi. Je ne dois pas m'excuser, on ne doit pas m'excuser pour ça. Ouais. Et effectivement, vous savez, lorsque l'être humain se développe, à partir de l'âge de 3 ans et demi, on doit commencer par mettre sur pied ce qu'on appelle les lois de la société, le surmoi. On doit commencer par, nos parents doivent commencer par nous dire le bien et le mal, ce qui est accepté dans la société, ce qui n'est pas accepté dans la société. Et donc, lorsque nous sommes face à une situation et que notre corps demande un besoin, à une pulsion, par exemple la pulsion sexuelle, la loi, le surmoi devait être capable de dire que ce que tu demandes là, ce n'est pas faisable. Et lorsque le surmoi dit que ce n'est pas faisable, cette pulsion sexuelle devait être reprimée. Mais si elle est plus forte que la loi de la société, alors là, on va passer à l'acte. On ne va pas pouvoir maîtriser. Donc, on doit apprendre à maîtriser sa pulsion sexuelle. Ça, c'est normal. Quand on ne le fait pas, on ne peut pas s'excuser pour ça. Il faut dire aussi qu'il y a des gens aujourd'hui qui fuient les dépenses et qui se rabattent sur les mineurs. Une mineure va lui demander combien, peut-être 1 000 francs, peut-être 5 000. Alors que l'adulte de 20 ans, 22 ans, ce n'est pas ça. Donc il y a des gens qui fuient ça aussi, qui peuvent aller vers les mineurs. Mais n'oublions pas la tradition aussi dans le cas des incestes. Certains peuvent penser que traditionnellement, il faut qu'il puisse coucher avec sa fille pour pouvoir obtenir quelque chose dans la vie. Voilà, ça c'est traditionnellement. Voilà. Et certains pensent même se faire guérir. Moi, je me rappelle dans le cas du VIH, il y a eu, à un moment donné, on pensait que si on couche avec une fille vierge, on devait être guéri de son VIH. Ah bon. Vous voyez? Donc, les gens maintenant, tu ne peux pas aller attaquer une fille de 23 ans parce que tu as 80% qu'elle ne soit pas vierge. Donc ils vont se rabattre vers les mineurs. Donc voilà aussi certaines causes qui vont pousser les gens à pouvoir aller vers les petites filles. Voilà. Docteur Mborché, gynécologue que vous êtes, dites-nous quels sont les troubles gynécologiques graves liés à un viol sur mineur ou bien les risques éventuels? Il faut noter que lorsque le viol survient sur un appareil génital en développement, ça laisse des marques. Et ces marques sont entre autres des déchirures importantes. Et lorsque ces déchirures sont réparées, ça peut laisser des séquelles. Ces séquelles peuvent se compliquer au cours d'un accouchement. Autre chose, c'est que cette agression ou ce viol peut aboutir à une grossesse sur mineur. Une adolescente de 11 ans qui a commencé déjà à pas passer les règles peut tomber enceinte. Donc une grossesse qui survient chez elle a tous les risques d'être une grossesse à problème. D'où la nécessité donc de mettre tout en place pour éviter, n'est-ce pas, que ces genres de situations n'arrivent. Parce qu'il y a beaucoup de séquelles, il y a beaucoup donc de problèmes qui surviennent, surtout quand il y a donc de ces viols chez les mineurs. Les risques d'infection, des infections. Les risques d'infection également, donc les risques d'infection sexuellement transmissibles. Oui. Et nous déplorons donc ces cas-là, surtout le VIH qui est là, avec l'agresseur qui est infecté. Et donc c'est pourquoi nous insistons aussi bien que lorsqu'il y a ce genre de viol, que la suivante arrive tôt à l'hôpital pour qu'on puisse mettre en route un traitement pour éviter d'être infecté par le VIH et d'éviter, n'est-ce pas, la suite de certaines grossesses. Parce que la grossesse et les IST, leur prise en charge à ces âges est très compliqué. Très bien. Pour le deuxième témoignage, c'est l'histoire du viol de celle que je vais surnommer Passy. Passy, elle a 17 ans. Elle a 17 ans et elle fera prochainement la classe de terminale. Et c'est en décembre 2019 qu'elle a été droguée puis violée. Qui a commis ce viol? Et comment sa prise en charge s'est-elle faite, puisqu'elle est toujours sous traitement? Nous allons donc écouter Passy, qui était accompagnée la dernière fois de sa maman. Témoignage. C'était en 2019.
Après 2 semaines de la rentrée scolaire, nous avons eu un TD à l'école, dans notre établissement, un vendredi soir. Le jour-là, j'étais partie très tôt. J'avais pris un document chez une de mes camarades que je lisais. Là, j'ai vu 3 de mes camarades qui circulaient dans l'établissement, mais comme j'étais concentrée par ma lecture, je ne les ai pas regardés, je n'ai pas mis mon attention sur eux. Donc, j'ai senti qu'on m'a étouffée par derrière. Et j'ai vu aussi qu'on me déshabillait. Et après, je ne sais plus ce qui s'est passé. Ils m'ont droguée et ils m'ont violée. Donc, je suis retournée à la maison et très mal traumatisée. Je n'avais plus la tête même. Lorsque je suis retournée à la maison, j'avais des maux de bas-ventre aussi. Et c'est depuis ce jour que j'ai commencé par suivre les traitements jusqu'alors. J'allais chez les psychologues chaque fin du mois. Ils me suivaient et je prenais chaque jour mes médicaments aussi. J'étais partie chez les gynécologues aussi. Ils m'ont fait des analyses, ils m'ont fait des traitements. Donc jusqu'alors, je suis toujours malade. Surtout cette année scolaire, j'ai eu trop de difficultés. Après chaque semaine ou 2 semaines après, je tombais toujours malade. Il suffit qu'on me dise qu'on a une composition ou un devoir. Je vois l'épreuve comme ça. Lorsque l'épreuve est un peu difficile ou complexe, je commence à avoir les maux de tête en même temps. Je retourne à la maison. Des fois, ma mère m'amène à l'hôpital et je suis encore les traitements. Donc, mais cette année, j'étais tellement malade. Je n'ai pas bien suivi les cours. Je n'avais pas tous les cours dans mon cahier. Et les examens aussi, je n'ai pas fait tous les examens. Mais grâce à Dieu, j'ai reçu mon bac. Souvent, lorsque je vais menstruer, je fais mes règles. Je sens toujours des douleurs. Et des fois même, lorsque je vais uriner, je sens des douleurs. J'avais pris certains médicaments, les gynécologues. Ils m'ont donné des médicaments, mais lorsque je vais uriner, je sens des douleurs au niveau de mon bas. Et au niveau de mon cerveau, et la drogue a endommagé mon cerveau. Donc mon cerveau n'est plus normal comme avant. Lorsque j'apprends beaucoup, je sens les douleurs. Donc maintenant, je réduis mes cours. Je les réduis avant de les apprendre. Et à l'école aussi, les professeurs, avant de me donner des exercices, ils analysent ça, ce que je peux faire, ce qui est de ma capacité, c'est ça que je fais. Donc, c'est plus comme avant, j'étais toujours première en classe, mais maintenant, tout ce qu'il faut pour ne pas mourir, c'est ce que j'ai. Non, il est facile. Les vies n'auraient pas pu vivre la situation, mais c'est insupportable. Après une top, je suis traumatisée. Depuis 2 ans, je suis plus normale. Et je veux se serrer, non. Parce que, étant blé d'arrêt, il y a le cas de supporter. On y est où famille peut sport. Depuis aller Hollandais, là, je suis juriste. Et là, on y est une quoi. Et on a plein de ne pas livrer le document. Elle veut tout lire. Ne pas livrer. Et on a elle prend tout son temps. Pour être concentrée, là, je livre à l'agna, livre qui bénit. C'est ce qu'elle faisait. Et bien, quand elle travaille dans le school, elle veut school vieux pour elle, pour nous appuyer. Pour la justice, on tient, on a le verbe santé à ça ne va pas. Mais le congé, quand c'est quand même, il school chez elle, la crise, voilà, si tu as dit bon sort pour les suites, tout ça. Et la santé, ça ne va pas. Les school chez elle, épreuve assez, on est viré par une crise. Et on a crise automatisée. C'est là, trésor. Parce que on va expliquer les cas, on va nous suivre. Voilà quoi. Et dans le premier, parce que matin nous tombons, voilà, il y a une crise. Là, l'homme là, vous me faites finir dans le pot. Chaque jour, je viens à la fois passer, mais la fois, à titre là, non. Je peux t'attirer quand les cas, à titre voilà, non. Même nous, à titre à madame, il y a mis les contrôles chaque 1 mois. Et là, non, il contrôle déplacement, dépenses pour tout le monde. À titre, et on est arrivé. Et donc, on va aller dans le routine, on a dit les pharmacies comme ma peau. Et on a trop de l'idée de ma peau. Et ça me met dans l'eau. On a pratiqué 18 000, 14 000, 15 000. Et là, nous m'avons fait. On a trop de l'idée pour nous. Et nous, on dépense à sous-bon. Mais on est pas les ça ne va pas. Je ne le blâme pas vivre tout.
Depuis la fille a mis en sous, 16 ans qu'elle est ici, moi, tu aurais dit à Kakoubé. Au bout de miner, et puis la femme est bas ventre, et son la bébé t'as le du. Au petit là, on a nos pauvres, le bébé c'est le début. Encore un témoignage aussi poignant que celui qu'on vient d'écouter. Ses camarades d'école l'ont violée, droguée et violée. La maman, elle est désespérée. Docteur Tousso, dites-nous, que pensez-vous du cas de Passy? Passy, c'est un surnom que je lui ai donné comme ça, Passy. Est-ce que son cas est un peu particulier? Parce qu'il parle du cerveau, de son cerveau qui ne fonctionne pas bien. Oui. Et je me demande, est-ce que c'est par rapport aux analyses qu'on lui a fait faire qu'elle a su que son cerveau ne répond plus? Elle-même, dans son fonctionnement, elle sent que ça ne va plus bien au niveau de son cerveau. La preuve, ses résultats scolaires ont baissé. Ont chuté. Quand les résultats scolaires chutent, ça veut dire qu'il y a un problème de mémoire. Elle n'arrive plus, elle a dit qu'elle réduit. Elle réduit maintenant ses cours et elle n'arrive plus à faire face aux situations difficiles. Quand il a une épreuve difficile, elle fait une crise. Peut-être que cette crise peut être une hystérie. C'est-à-dire qu'elle voit, on n'a pas su pour voir est-ce qu'elle tombe, parce qu'elle peut commencer par avoir ces céphalées-là, et puis il va commencer par avoir une augmentation des battements cardiaques, et puis elle chute. Elle tombe, elle perd connaissance. On va la transporter à l'hôpital, elle se réveille là, on ne fera rien, mais elle va se réveiller. Donc c'est des signes hystériformes qui peuvent avoir qui ont un lien, ce n'est même pas qui ont un lien avec le viol, puisqu'elle n'avait pas ça avant. C'est après le viol que les choses ont commencé par arriver. Tout à fait. Et donc, une des conséquences vraiment au plan psychologique d'un viol, c'est le baisse de résultats au niveau d'un enfant. Et les parents aussi doivent être pris en charge. Quand la maman parlait, je pense qu'elle était vraiment presque à bord de l'arme. Elle doit être prise en charge. Et souvent, dans la prise en charge, on les oublie. On est concentré beaucoup plus sur la victime, mais on oublie que la mère ou le père ou même les frères et sœurs de la victime ont aussi besoin d'être pris en charge. Parce que souvent, ils se mettent à la place de la victime et donc, ils en souffrent également. On ne dort pas, la maman peut faire une dépression. C'est possible même qu'elle fasse une dépression. Parce qu'elle avait déjà un problème avec son mari, maintenant ça l'a venu s'ajouter, elle va faire une dépression. Mais elle n'est pas prise en charge. Vous voyez, cet enfant, elle vit son enfant comme étant déjà une perte. Quand je vois ce qu'elle dit. Et quand on vit son enfant comme étant une perte, c'est déjà une piste pour aller vers la dépression. C'est la dépression, on fait la dépression lorsqu'on perd quelque chose d'important dans la vie. Cette chose peut être une personne, peut être immatériel. Donc, on a toujours le devoir de mener une lutte contre les viols et il faut que chacun sache que un viol que je répète, je vais causer à autrui a d'énormes conséquences sur sa vie future. Les médicaments vont jusqu'à 15 000, 18 000. Oui, c'est possible. C'est possible, puisque les cas que nous recevons, on a des gens qui ont des ordonnances comme ça, et puis c'est mensuel. Voilà. Et elle dit qu'on la reçoit une fois le mois pour la prise en charge psychologique. Je pense que peut-être qu'il peut avoir un problème de moyen de déplacement pour venir. Sinon, à son niveau-là, c'est 2 fois dans le mois. Mais si on est revenu à 1 fois dans le mois, sûrement, il n'arrive pas à honorer. Et ce psy a dû faire ça selon les moyens de venir 1 fois dans le mois. Alors qu'elle a besoin des séances de psychothérapie beaucoup plus rapprochées, au moins toutes les 2 semaines. Docteur Mbortier, le cas de Passy, la prise en charge dont parlait tout à l'heure la maman, est-ce que c'est la bonne manière? Est-ce que c'est la bonne démarche? Est-ce que vous retrouvez dans cette prise en charge, surtout côté médical? Avant d'aborder la prise en charge sur l'aspect médical, c'est qu'il faut vraiment noter que ces témoignages, en tout cas ça m'a fait vraiment froid au dos. C'est vrai. C'est vrai que nous avons la prise en charge initiale, on ne sait pas le devenir après.
ça témoigne vraiment de l'intérêt de cette émission. Parce que c'est vraiment important que les responsabilités soient vraiment partagées et que chacun puisse jouer sa partition pour que les viols sur mineurs cessent, si nous pouvons le dire ainsi. Parce que lorsqu'elle parle de drogue, on ne sait pas quelle quantité elle a bénéficié. C'est tellement que c'est ça qui se répercute sur tout son cerveau. Et lorsque la personne est droguée, peut-être c'est un viol collectif. Ce n'était pas peut-être un seul agresseur. Donc peut-être ils étaient 3, 4. Et c'est ça qui peut expliquer la panoplie des symptômes ou des problèmes qu'elle a sur son appareil génito-urinaire. Et vraiment, on ne sait pas les médicaments qu'elle est en train de prendre, c'est du caca. C'est du caca. Et c'est déplorable. C'est déplorable. C'est déplorable, mais nous devons vraiment mener cette lutte ensemble pour que les cas de viol diminuent considérablement dans le pays. En ce qui concerne la prise en charge médicale des cas de viol sur mineurs ou de viol de façon générale, parce que nous avons deux aspects, la prise en charge médicale et puis la prise en charge psychologique. La prise en charge médicale va consister, après un examen, à mettre en place un traitement pour prendre en charge l'urgence. S'il y a une situation urgente, on met le traitement approprié pour prendre en charge l'urgence. En dehors donc de l'urgence, nous mettons également en place un traitement pour prévenir certaines maladies. Les infections sexuellement transmissibles comme le VIH, comme l'hépatite virale B, l'hépatite virale C. Nous mettons également en place un traitement pour éviter la survenue de grossesse. Mais pour que ce traitement puisse marcher, et que cette prophylaxie soit bénéfique, il faut que la suivante consulte tôt. Quand nous disons tôt, dans les 24 heures, dans les 72 heures au plus. Lorsque la suivante arrive dans nos formations sanitaires à cette période, on a les chances de pouvoir l'éviter, l'infestation au VIH, l'éviter l'infestation au virus de l'hépatite B et l'éviter, n'est-ce pas, la survenue de grossesse. En dehors de ça, il y a d'autres pathologies que le viol peut engranger qui vont nécessiter une prise en charge particulière. Après cette prise en charge médicale immédiate, nous faisons un bilan, des examens, les analyses. Les analyses ont deux intérêts. Le premier intérêt, c'est pour apprécier l'état de santé de la suivante. Son état de santé général. À un temps T. Parce qu'il y a certaines infections, quand nous prenons les infections sexuellement transmissibles, on veut voir l'état de santé de la suivante à cet instant T. Le deuxième intérêt, c'est pour diagnostiquer certaines infections ou bien certaines situations qui peuvent déjà être décélables à ce moment, pour qu'on puisse réajuster le traitement. Après ce bilan, il y aura les résultats et en fonction des résultats, on peut réajuster le traitement. Après ça, il y a un suivi. 1 mois, 3 mois, 6 mois, voire 1 an. Un suivi contrôle. Un suivi contrôle. Pour vraiment s'assurer que le viol n'a pas laissé, n'a pas créé un autre problème en termes d'infection sexuellement transmissible. Parce que les analyses que nous faisons, les tests que nous faisons immédiatement ne nous permettent pas de dire que le viol est responsable de telle infection ou pas. Surtout quand nous prenons le VIH et l'hépatite. Donc il faut que l'analyse soit répétée 1 mois, 3 mois, afin qu'on puisse avoir des informations concernant le risque d'infection de ces maladies. Donc voilà un peu ce que nous faisons sur la prise en charge médicale. Et le reste, nous commençons la prise en charge psychologique, mais nous travaillons en collaboration avec les psychologues pour le suivi, parce que la prise en charge psychologique est plus poussée. Et nous, le personnel médical, on n'est pas à mesure de gérer tous les aspects de cette prise en charge psychologique. C'est pourquoi nous travaillons en collaboration pour, n'est-ce pas, améliorer la suivi de la survivante. Et c'est à juste titre que je vous ai réunis sur le plateau ce soir, gynécologue et psychologue. La place et l'apport du psychologue dans la prise en charge des cas de viol, cet apport-là est très important. Dites-nous, docteur Tousso, combien de temps va durer à peu près le suivi ou bien l'accompagnement psychologique dans ces cas de figure? Lorsqu'on vous réfère la survivante, alors en quoi va consister la prise en charge psychologique immédiate? La prise en charge psychologique immédiate, c'est ce que je suis en train de dire, commence par l'accueil et la mise en confiance. C'est la porte d'entrée de toute prise en charge. Et lorsque vous parlez de la mise en confiance, donc comment ça se passe? Elle permet de pouvoir réconforter, rassurer cet enfant victime de viol qui est choqué. Juste par des paroles. Et traumatisé, oui.
les paroles, notre façon, notre savoir-être aussi. Il y a notre savoir-être, notre savoir-faire, et puis maintenant ce qui sort de notre bouche, tout ça là va contribuer à la réconforter, à la rassurer. Et l'accueil aussi et la mise en place permet d'informer cet enfant, de la préparer pour la prise en charge médicale, en facilitant l'examen clinique du gynécologue. Parce que la plupart de ces enfants, quand ils arrivent chez le gynécologue, leur demander de se déshabiller, et ces enfants-là lisent ça déjà à une nouvelle agression. Voilà. Surtout si le gynécologue est un garçon, est un homme, et tout de suite la peur ressurgit, c'est comme s'il y a un nouveau viol. Généralement, ce sont des enfants qu'on prend comme ça, qu'on envoie vers l'hôpital, sans même leur expliquer qu'est-ce qui va se passer. Et donc l'accueil, la mise en confiance va permettre de le faire. Ça va aussi préparer l'enfant aux éventuelles suites, tant sur le plan juridique, médical, que psychologique et social. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut que quand l'enfant arrive, qu'on fasse tout pour que l'attente soit la plus courte possible et que ça soit fait dans un cadre beaucoup plus calme, sécurisant, adapté pour que l'enfant se sente en sécurité voilà. Et ne vive pas sa prise en charge comme une nouvelle agression. Donc on reçoit l'enfant en tête-à-tête. S'il est venu avec un accompagnant, si l'enfant consent, l'accompagnant peut venir assister, ou alors là, si elle nous fait confiance, elle n'a pas peur de nous, on peut la recevoir en tête-à-tête, seule, en tête-à-tête. Et en deuxième, on va faire ce qu'on appelle, on va créer l'alliance thérapeutique, en faisant la mise en confiance, en nous présentant, en disant ce que nous faisons ici, et on va créer une atmosphère de sécurité et de confiance, et on va prendre le temps de connaître l'enfant, chercher à savoir ce qu'est l'enfant, ce que fait l'enfant, ce qu'elle sait. Et là, on a besoin de connaître le langage de l'enfant. Les enfants parlent, les enfants nous envoient des informations à partir de 3 langages. Nous avons le langage parlé, ce qui sort de notre bouche. Nous avons le langage corporel, son corps, les mimiques, les gestes, ce que ça nous renvoie comme message. Et puis le langage du jeu. C'est-à-dire qu'on peut, en jouant avec l'enfant, l'enfant va arriver à dire ce qu'elle a sur le cœur à travers les jeux. Je me rappelle cet enfant-là, que je jouais avec elle, elle a pris une poupée déposée sur une autre poupée. Et j'ai demandé, mais c'est qui en bas là? Elle dit que c'est elle. Et c'est qui en haut? Elle dit c'est l'oncle Kodjo. Est-ce que vous voyez? Et là, elle a tout dit. C'est l'oncle Kodjo qui lui a fait mal. Mais elle ne pouvait pas sortir ça par la parole, elle a sorti ça au cours de nos jeux. Donc on maîtrise ces 3 langages, à partir de là, on va mettre l'enfant à plus s'exprimer. Donc la prise en charge va être en fonction de la réaction que présente l'enfant. C'est ça. Et pour éviter aussi, la prise en charge psychologique permet d'éviter que l'enfant puisse aller vers le plus dangereux, le plus grave qui est le traumatisme. Si on avait la chance que l'enfant est à l'étape de stress, bon, on peut éviter qu'elle aille vers la crise. Si elle était au niveau de la crise, on va éviter qu'elle aille vers le traumatisme. C'est pourquoi la prise en charge psychologique est à la fois préventive et curative. Mais cette prise en charge n'est pas sans difficulté, Dr Tousso. Quelles sont les vraies difficultés que vous rencontrez? D'abord, il faut que les gens ont des problèmes financiers pour pouvoir... Parce que la prise en charge psychologique, au début, chaque semaine. Et est-ce que ça coûte? Au CHU, les frais de la CHU, ça ne coûte pas. Psychologique. Ça ne coûte pas au niveau du CHU, c'est à l'ordre de 3 000 francs pour le mois. Et quel que soit le nombre de séances, si c'est une fois par semaine, vous venez et on vous reçoit. La séance dure 45 minutes à 1 heure de temps. Voilà. Donc il y a des séances de psychothérapie que la personne doit suivre. C'est ça. Et j'ai parlé de l'intervention psychologique immédiate, c'est ça que je viens de décrire. Maintenant, nous avons l'intervention psychologique au long cours. Là-bas, c'est carrément la prise en charge psychosociale qui va permettre à l'enfant de mieux vivre de façon durable avec sa situation. Donc là-bas, le psychologue va lui offrir un espace de parole et d'écoute pour pouvoir écouter la parole de cet enfant-là, pour pouvoir amener l'enfant à s'exprimer sur la manière dont elle perçoit, sur la manière dont elle vit
sur la manière dont elle ressent, sur la manière dont elle explique ce qui lui arrive. Et donc, c'est l'occasion alors pour l'enfant de pouvoir nous témoigner son vécu par rapport à ce qu'elle a, par rapport à l'événement, de nous témoigner les effets que le viol a sur sa vie, tel que la fille vient de le faire tout à l'heure. Elle a témoigné les effets que le viol a sur sa vie. Les conséquences. Et voilà, elle va nous dire ses craintes, ses inquiétudes, elle va nous dire ses émotions. Ses appréhensions. Et tout ça là permet de faire sortir ces émotions. Il faut verbaliser pour faire sortir, parce que ça ne reste pas dans le corps. Quand ça reste dans le corps, ça va aller vers d'autres troubles, les troubles psychosomatiques par exemple. Cet accompagnement psychosocial va permettre d'amener l'enfant et sa famille à pouvoir rechercher des solutions. Vous voyez, la maman s'est posé beaucoup de questions, à pouvoir chercher des solutions à leur situation et à pouvoir chercher aussi à mettre en œuvre ces solutions-là. Et c'est la mise en place de ces solutions doit tenir compte des besoins de l'enfant et puis de sa situation. Il faut aussi les aider à gérer leurs émotions, leur fournir plus d'informations pour leur permettre de pouvoir décider et agir. Parce qu'elle disait tout à l'heure, il faut que la justice fasse son travail. Parce qu'ils ne savent pas au juste, quand je suis dans cette situation, quelles sont les voies par lesquelles je dois passer. Le psychologue a le devoir de le faire. Il faut les aider à pouvoir mobiliser leurs ressources psychologiques internes, mobiliser aussi leurs ressources matérielles, leurs réseaux de soutien social pour leur permettre de pouvoir faire face de façon autonome à la situation. Et en dehors dans cette prise en charge au long cours, en dehors de cet accompagnement psychosocial, il y a maintenant l'évaluation de l'état de santé mentale. C'est là-bas vraiment que le spécialiste, le psychologue,